Comment garder la motivation quand personne n'écoute ta musique? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il n'y a rien de pire que d'avoir un projet d'album, de bien faire les choses, c'est-à-dire de travailler ses réseaux sociaux, sortir single 1, single 2, single 3, annoncer l'album, sortir l'album, faire de la pub autour, bouger un peu son réseau, bouger ses partenaires. Et le jour J, quand l'album sort, il ne fait pas de vente, il ne fait pas de stream, ou très très peu, et que ce soit suffisamment insignifiant pour qu'on ait l'impression que qu'on ait sorti l'album ou pas, finalement, ça aurait fait absolument aucune différence. Alors comment on fait quand on a le sentiment ou qu'on réalise factuellement que personne n'écoute la musique qu'on propose? La première étape, c'est de changer ce qu'on appelle le cadre, c'est-à-dire de ne plus regarder le spectre de ce qu'on fait à travers ce que la société, l'ambiance collective veut qu'on regarde, mais de le regarder selon nos propres métriques. Je m'explique. La plupart du temps, ce que tu vas faire toi quand tu vas analyser ton projet, c'est regarder le nombre de streams, regarder le nombre d'auditeurs mensuels de ton profil Spotify et éventuellement regarder le nombre de ventes. Et là, forcément, quand tu regardes, tu fais le bilan après un mois de sortie, tu te dis, bon, bah, j'ai fait 2 ventes. Bon, je sais qu'il y a ma mère et mon frère, ok, donc ça compte pas vraiment. Et puis j'ai fait, je sais pas moi, 300 streams et je suis passé de 2 auditeurs mensuels à 14. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat et clairement, ça me fait pas avancer. Donc là, c'est normal que tu déprimes, c'est normal que tu sois dans un mode de toute manière, ça marchera jamais, et ainsi de suite. Et souvent, tu rentres dans un cercle vicieux à te dire, bon, bah, c'est que le projet est pas bon, je retourne travailler sur un autre projet, et tu fais ça tous les ans ou tous les 2 ans. Et puis on te retrouve à 50 ans dans un studio en train de cracher sur l'industrie, sur les artistes, sur le monde de la musique et ainsi de suite, parce que pour toi, ça n'a pas marché. Alors qu'en réalité, peut-être que ton projet, c'était une vraie pépite, mais que tu lui as juste pas encore donné sa chance. Et c'est sur ça qu'on va travailler dans cette vidéo. L'idée, c'est que on ne peut pas sortir un album quand on est en indépendant, quand on est un artiste émergent, on ne peut pas sortir un album en ayant les mêmes attentes qu'une maison de disques quand elle sort un album. Parce qu'une maison de disques, quand elle sort un album, elle y met tellement d'investissement marketing, tellement de travail en amont et ainsi de suite, qu'elle a des attentes alignées avec ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle un retour sur investissement. C'est si tu mets 100 000 sur la table en budget marketing et que tu sors un album, tu t'attends à ce qu'il fasse au moins 10 000 ventes. Au moins pour atteindre ce qu'on appelle une forme de seuil de rentabilité. Mais la plupart des artistes indépendants, c'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent un album, et parfois ça leur coûte très cher pour ceux qui y mettent vraiment les moyens, mais ils n'investissent pas en budget marketing, ou pas assez en tout cas. Et du coup, quand ils arrivent et que l'album sort, ils sont déçus par les ventes parce qu'ils espéraient que juste la musique et juste l'actualité feraient tout le travail pour eux. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je pense que le premier truc, c'est qu'il faut fixer un objectif clair, réaliste et réalisable autour de sa sortie. Et surtout, lister les bonnes métriques à suivre. Je vais vous donner un exemple, hors musique, ça va vous aider à comprendre. Moi, j'ai sorti un livre qui est là, c'est le 3e que j'ai publié, qui s'appelle 99 méthodes pour faire connaître sa musique. Dans ce livre-là, que j'estime être une vraie pépite, il y a 99 méthodes pour développer sa visibilité quand on est un artiste émergent. Et d'ailleurs, j'ai même découvert là récemment que 2 artistes maison de disques ont utilisé des méthodes que j'ai mis dans ce livre pour développer leur projet. Je suis persuadé que c'est un livre génial. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai énormément travaillé, j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de recherches et ainsi de suite. Si je le sors en me disant « mon livre est génial », donc il va super bien se vendre, et je le sors et j'attends de voir ce qui se passe, bah, je vais être très très déçu. Parce que, ok, j'ai peut-être. Et encore, moi, à l'inverse d'un artiste débutant qui se lance, etc., moi, j'ai déjà une bonne communauté. J'ai plus de 50 000 abonnés, j'ai une base mail avec plus de 70 000 contacts et ainsi de suite. Donc, je connais un peu de monde, ou en tout cas, un peu de monde a déjà entendu parler de moi. Donc, j'aurais pu facilement espérer me dire bon, bah, tu sais quoi, quand le livre il sort, j'ai 50 000 abonnés, allez, si on a 10% cachette, je fais 5 000 ventes. Bah, c'est pas du tout ce que j'ai fait, pour être transparent avec vous. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que les gens n'ont rien à foutre de ce que vous faites ou de ce que vous proposez. Ils sont dans leur vie, dans leurs problèmes, avec leur quotidien, leurs préoccupations et ainsi de suite. Donc tant que vous ne venez pas greffer votre projet à ça comme étant une solution, c'est très compliqué. Donc à partir de là, si je me fixe de vendre 5000 livres dès qu'il sort, je peux me tirer une balle, littéralement. Parce que c'est pas ce qui s'est passé et c'était certainement pas ce qui allait se passer. Et c'est sûrement pas ce qui se passera pour vous quand vous voudrez sortir un album. A l'inverse, j'ai pris une autre métrique, très très simple.
c'est que je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer la promotion de ce livre dans une séquence marketing. Autrement dit, et tu peux regarder, hein, j'ai un lien en description pour une session de formation complètement gratuite, en live avec moi, et tu peux t'inscrire. Jusqu'ici, toi tu t'inscris et t'attends le jour J à l'heure H. Ensuite, tu suis la session, et à l'issue de la session, je vais t'envoyer un mail, peut-être 2-3 jours après, et je vais juste te parler du livre. Évidemment, pendant la session, je parle du livre aussi. Je te parle du livre et je te laisse un lien. Et ma métrique, ça a été de me dire, ok, sur 100 personnes qui ouvrent l'email, combien achètent le livre? À partir de là, mon approche n'est pas du tout la même. Parce que si je comprends que sur 100 personnes, il y en a, et c'est à peu près le score, il y en a 1 sur 4 qui va acheter, donc il y en a 25 qui l'achètent, je comprends que maintenant, à chaque fois que j'ai 100 personnes qui participent à ma formation, qui est gratuite, je sais que je vais faire 25 ventes de livres. Après, je fais un calcul rapide. Sur chaque livre, je touche 10 euros de marge en moyenne, donc je gagne 250 euros. Mais, à côté de ça, pour avoir un inscrit sur ma session de formation, je paye en moyenne 3 euros par contact. Autrement dit, la vente de livres à elle seule, elle amortit quasiment mon coût publicitaire pour faire en sorte que les gens s'inscrivent et participent à ma session de formation gratuite. Vous voyez un peu le mécanisme? Et là, l'impact n'est plus du tout le même. C'est que je réalise que ce livre qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc., il me permet de faire de la pub gratuitement, puisque c'est plus moi qui finance ma pub, mais c'est la vente de mes livres, et que grâce à cette pub, je développe ma visibilité, je me fais connaître, ma notoriété s'en retrouve grandie et mon impact est bien plus grand. Ce qui me permettra plus tard de vendre des programmes de formation, de mentorat, éventuellement d'avoir plus d'inscrits sur Musicecure, etc., etc. Et là, l'impact n'est pas le même. Donc forcément, maintenant, le nombre de ventes de livres n'a plus aucun impact pour moi. Je peux en vendre 1, 10, 1000 ou 100, m'en fous. Tout ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que ça amortit mon budget acquisition? Et là, en l'occurrence, oui. Donc vous voyez qu'en changeant la métrique, on a un impact qui est complètement différent. Dans le cas d'un album, la mauvaise métrique, ce serait le nombre de ventes ou le nombre de streams. La bonne métrique, ce serait combien de fans en base ça me fait rentrer. Parce que si je me sers de mon album comme d'une actualité ou mieux d'une monnaie d'échange pour récupérer des fans en base, c'est-à-dire avoir leur prénom, leur email, leur numéro de téléphone, pouvoir les recontacter à n'importe quel moment de manière totalement gratuite et non plus à travers de la pub et ainsi de suite, alors c'est intéressant. Je mesure plus le nombre de ventes de l'album, je mesure le nombre de fans en base qui rentrent à partir de l'album. Et très souvent, si j'offre un album et qu'il a été écouté et qui me permet de gagner des fans en base, c'est des fans qui vont avoir une durée de vie assez longue dans le développement, dans mon parcours d'artiste. Et là, ça devient intéressant. Alors oui, à court terme, je ne gagne pas d'argent, c'est sûr, mais à long terme. Si demain, je fais rentrer 1000 contacts en base grâce à mon album, et que dans 10 mois, je lance une campagne de crowdfunding pour un nouveau projet, et que sur les 1000 qui sont des fans vraiment bien engagés, je dégage une moyenne de, allez, 20 euros par tête. Certains mettront 0, certains mettront 200, on va dire 20 euros en moyenne par tête. C'est souvent bien plus, on est plus proche des 50, mais admettons 20. Je fais rentrer 20 000 euros d'un coup. Est-ce qu'avec 20 000 euros, j'ai de quoi produire un album? La réponse est, moi en tout cas personnellement, largement. Je te fais 5 albums moi avec 20 000 euros, sans aucun problème. Donc est-ce que j'ai de quoi en faire un? Oui, j'ai même de quoi faire 2-3 clips, et même de quoi avoir du budget marketing en plus. Donc le ratio est plus le même. Et là, ok, mon album, il a floppé aux yeux du monde. Ouais, j'ai fait 5 ventes et 400 streams. Mais est-ce que tu ne vois pas le bout de l'iceberg, là, sous l'eau, que tu ne vois pas en train de se consolider? C'est que j'ai fait rentrer 1000 fans en base et que ces 1000 fans vont potentiellement me permettre de lever 20 000 euros dans quelques mois. Et ces 20 000 euros vont me mettre en pole position pour sortir un album dans des meilleures conditions, avec un public qui m'attend déjà, à savoir ces 1000 fans en base, et un public en devenir que je vais pouvoir faire grossir de manière beaucoup plus rapide qu'avec le premier projet. Et c'est comme ça qu'on construit, entre guillemets, la confiance, l'estime de soi déjà, et sa fanbase surtout. C'est comme ça qu'on commence à bâtir son modèle d'affaires. Donc comment garder la motivation quand personne n'écoute ta musique? C'est en t'intéressant aux bonnes métriques, aux bons chiffres, aux bonnes stats. L'impact, il n'est pas dans les ventes d'un album. D'ailleurs, même pour les gros artistes, c'est devenu un mode de consommation. C'est que la plupart du temps, les gens n'écoutent pas les albums en entier. Ils écoutent des singles. Je crois que le dernier album entier que j'ai dû écouter, ça doit être, peut-être Civilisation d'Orelsan.
ça a 3 ou 4 ans. Parce que c'est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas t'intéresser à des singles. Quand tu découvres un artiste, c'est le son du moment, ou l'ambiance musicale du moment. Tu prends des playlists. Enfin, voilà, c'est devenu très très rare de s'attacher à un album en entier. Donc faut pas le prendre personnellement, faut pas en vouloir au public, faut juste comprendre la mécanique. Seulement un album, ça garde une valeur perçue plus importante pour le public que juste un single. Donc si tu peux te servir de cet album pour générer de la fanbase, alors ça vaut le coup. Sinon, autant pas faire d'album. Et très très peu d'artistes, aujourd'hui, je peux vous garantir que si vous trouvez les chiffres, et pour moi j'en ai certains, je ne les ai pas tous, mais ils font pas beaucoup de ventes, enfin c'est pas énorme. Vraiment, vraiment, c'est pas énorme. Donc il faut s'intéresser à des métriques différents. Combien de fans en base ça me fait entrer? Combien de dates ça peut me faire vendre? Parfois, un album qui sort, même s'il ne se vend pas, qu'il n'est pas écouté, c'est une base d'actualité qui permet d'aller démarcher des tourneurs, démarcher des festivals, démarcher des organisateurs privés, institutionnels et ainsi de suite, et faire rentrer des dates. Finalement, si quand je sors un album dans l'année, je vends 25 dates, eh ben, je mesure l'impact de cet album au volume de dates. Si l'année suivante, je ressors un album, l'objectif, c'est de passer à 50 dates. Ou en tout cas de m'en rapprocher le plus possible, et ainsi de suite. C'est comme une fois dans mes débuts, lorsque j'apprenais encore le métier, j'avais un débat avec un ex-partenaire qui me disait en gros, enfin qui lui investissait beaucoup dans ses clips. Et son mode de réflexion, et je ne le comprenais pas à l'époque, mais après je l'ai bien compris, et c'est ce que j'ai utilisé pendant des années, c'était de me dire, écoute, quand on fait un titre, un single et un clip, ça nous coûte en moyenne de produire le titre, mixer, masteriser et de produire le clip. À l'époque, en tout cas, c'était il y a 16-17 ans, je crois, ça nous coûtait à peu près 3 à 5 000 euros pour un single. Et moi, je trouvais ça cher parce que je bouffais des cacahuètes, quoi, tu vois. Je touchais pas un centime, bref, c'était une fortune pour moi. C'était quasiment un an de bourse étudiante, donc c'était énormissime. Et il me disait, mais il faut pas le voir comme une dépense. Faut te dire que ce clip-là, ce qui nous intéresse, c'est pas le nombre de vues, c'est pas s'il ira en télé, c'est pas si ça va se vendre ou je sais pas quoi. Tout ce qui nous intéresse, c'est que nous, notre modèle d'affaires, il est basé sur la vente de prestations dans des clubs, dans des mairies et dans des festivals. Bah si, quand on sort le son, qui nous a coûté, on va dire, 5 000 euros, on vend 10 dates dans le mois qui suit à 2005 la date, bah on génère 25 000 euros pour 5 000 euros d'investi. On fait x5. Donc bien sûr que ça vaut le coup. Et il avait complètement raison. Et c'est un artiste qui n'était pas hyper médiatisé, qui faisait pas beaucoup de scores de vente, etc., etc. Mais il avait compris qu'en s'intéressant aux bonnes métriques, aux bons chiffres, à la bonne stat, finalement, tu peux beaucoup mieux mesurer l'impact de ton travail et tu le perçois complètement différemment. Parce que nous, on s'en foutait de faire que 20 000 vues sur un clip. Si derrière ce clip-là, avec le projet global qui avait coûté 5 000 et rapporté 5 à 10 fois plus dans le premier trimestre qui suivait sa sortie, on était les grands gagnants. Et peu importe le reste. Après, il y a un autre élément, c'est la perception qu'on a, nous, humains, de l'échec. Beaucoup d'artistes ont un problème d'estime de soi qui les pousse à chercher des victoires. C'est ce qu'on appelle, un peu méchamment, flatter son ego. D'accord ? Quand tu vas faire appel à un attaché de presse, par exemple, et qu'il te facture 7 000 balles, toi, tu le vois comme un échec si ça ne marche pas. Par contre, si tu vois un petit peu d'airplay, petite radio par-ci, par-là, machin, etc., tu le vois moins comme un échec parce que tu as gagné des radios que tu n'avais pas eues avant. Ça n'a absolument aucun impact sur ta carrière, ni sur ton parcours. Ça ne va pas changer ta vie, tu ne vas pas toucher de droit, enfin, il ne va rien se passer de plus. Mais psychologiquement, tu te sens beaucoup mieux. Ça s'appelle flatter l'ego. Aussi simplement que ça. C'est comme quand tu fais appel à un tourneur et qu'il ne te trouve aucune date, mais de temps en temps, il te glisse sur une ou deux premières parties. Tu te dis, ah, on a au moins ça. Ouais, non, ça ne va pas changer ta vie, et ainsi de suite. Ok, toutes les dates sont bonnes à prendre, pourquoi pas, mais sur le moment, ça ne va pas changer ta vie. Bah, c'est un petit peu ça l'idée. On a besoin de petites victoires. Et tu as beaucoup d'artistes qui peuvent être dans des phases très très sombres de leur vie. Tu leur donnes juste une petite victoire, tu vois, genre, ah bah là, il y a eu un concours, c'est toi qui as gagné. T'as gagné quoi? Rien, il n'y a rien à gagner. Personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. On était 5 à voter, mais t'as gagné. Et bien rien que ça peut les mettre en confiance et les faire avancer. Très souvent, ce truc de problème d'ego, c'est quand tu as une faible estime de toi. Et bien sûr, ça se travaille, et bien sûr, c'est pas gravissime en soi. Simplement, il faut comprendre que l'échec, c'est pas forcément négatif. C'est juste une indication que ton plan est pas bon.
Autrement dit, si tu pars dans une direction et que tu te dis, ok, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que tu te plantes une fois, deux fois, trois fois, faut pas être l'abruti de service qui se dit, non, moi tu comprends, je persévère, je me bats jusqu'au bout, machin, qui fera ça pendant 30 ans. Non, faut avoir la capacité de te dire, là, visiblement, c'est qu'il y a un truc qui va pas. On a testé une fois, on s'est dit qu'on avait peut-être loupé l'exécution. Une deuxième fois, on se refait bloquer, il y a peut-être des questions à se poser. Au bout de 3 fois, il y a une vraie réflexion à avoir. Et à partir de là, si tu améliores tes plans, tu améliores ton mécanisme et que tu retestes avec plus d'aplomb, c'est certain que tu auras des meilleurs résultats, sauf si tu as détérioré ton plan, ce qui peut potentiellement arriver. C'est pour ça qu'il faut toujours avancer par itération, c'est-à-dire de faire des essais, voir comment ça prend, se planter ou réussir, améliorer le process, se planter ou réussir, améliorer le process, et ainsi de suite. Et très souvent, c'est là que un des traits qu'ont en commun les artistes qui réussissent, c'est là que tu vois vraiment ceux qui sont, euh, prêts à accueillir le succès ou pas. Parce que ceux qui sont prêts à accueillir le succès ne s'arrêtent pas sur un échec. D'ailleurs, la plupart du temps, juste après un échec, tu as une réussite extraordinaire. Voilà, moi je raconte souvent que dans mon parcours, les deux, trois fois où j'ai voulu tout arrêter parce que vraiment j'en pouvais plus, parce que c'est un investissement de dingue, c'est un sacrifice incroyable de vouloir réussir dans la musique, c'est tellement dur que tant que tu le vis pas, tu peux pas savoir ce que ça fait. Tu peux avoir les gens autour de toi qui se disent oui, on voit qu'il s'est sacrifié. Non, tu n'as aucune idée de ce qu'on vit au quotidien pendant des mois, des années de frustration, d'échecs, etc. Donc oui, c'est pas évident. Quand tu veux lâcher, si tu arrives à tenir bon, il y a souvent un truc qui se passe derrière. En tout cas, moi, les 3 fois les plus importantes, c'est 3 fois où, putain, j'aurais regretté de ne pas m'être relevé à ce moment-là. Parce que vraiment, il s'est passé des choses. Et des fois, même quand tu es au fond du trou, moi, une année, j'ai eu mes 2 disques durs qui ont cramé. J'avais investi plus de 15 000 euros dans un projet. Les 2 disques durs ont cramé, j'ai dû tout recommencer parce que ouais, t'as pas d'assurance pour ça, t'as pas une aide de l'État providentiel qui tombe en te disant bon, ton disque a cramé, t'inquiète pas, on va te filer 15 000 balles, tu peux te remettre en selle et c'est ok. Non, tu fais ce que tu peux, tu rappelles tout le monde, quelqu'un n'a pas un backup de la session, je sais pas quoi, tu reprends ce que tu peux et quand t'as rien, bah, tu repars de zéro. Des fois, c'est du matos qui crame et t'as pas les moyens de le changer, donc pendant des mois, tu peux pas travailler et ça te fout le cafard. Il peut y avoir énormément de choses. Mais la différence qu'il y a entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent traversent tout ça. Ils trouvent toujours un moyen de passer à travers. Donc quand tu as une baisse de motivation, parce que tu ne vois pas de résultats ou pas de résultats suffisants pour toi, souviens-toi bien que ce n'est pas les mêmes résultats que les autres qu'il faut que tu vises. C'est les résultats qui te font avancer toi. C'est suivre les bonnes métriques, garder en tête que c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Littéralement, tout le monde le ferait. Quand la barrière à l'entrée, elle est difficile à passer, psychologiquement en tout cas, j'entends, sache que c'est parce que les récompenses qu'il y a derrière, elles sont incroyables et que très peu de gens vont arriver à les atteindre. Moi, je l'ai vu sur mon parcours. Quand j'ai démarré, on était plein et d'année en année, il y en avait qui arrêtaient, qui rentraient dans une vie civile avec un job, un truc, un machin. Il y en avait qui pétaient un plomb, il y en avait qui lâchaient tout, qui partaient en burn-out, etc., etc. Et à la fin, ceux qui restent, finalement, c'est pas forcément les meilleurs. C'est juste ceux qui ont réussi à tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que, un peu comme par miracle, mais c'est pas de la chance, c'est vraiment du travail, bah, certaines portes s'ouvrent et que ça commence à fonctionner. Et là, encore une fois, tu peux soit faire en sorte que ça dure longtemps, soit vite chuter et avoir du mal à te relever, etc. etc. On ne va pas rentrer dans ces biais-là, mais grosso modo, quand tu as vraiment l'impression que ce que tu fais n'a pas d'impact, travaille sur ta vision, travaille sur tes plans, modifie-les autant que faire se peut ou autant que nécessaire, tant que tu ne vois pas d'amélioration dans tes résultats. Et un truc qui peut aider aussi, et là je vais un peu prêcher pour ma paroisse, donc spoiler alert, mais c'est de te faire accompagner. C'est-à-dire d'avoir une personne qui a une vision extérieure sur ce que tu fais, qui sera en capacité de te dire « ça c'est bien, il faut que tu continues », ça c'est pas bon, tu es en train de t'égarer, je sais que ça te fait du bien de le faire, mais tu es en train de t'égarer, ça sert à rien, et ainsi de suite. C'est là qu'avoir un bon manager, ça peut être utile, c'est là qu'avoir un producteur et être à l'écoute de ce qu'il te dit, ça peut être utile, ou c'est là qu'avoir un mentor, ça peut être utile. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai développé un programme de mentorat qui s'appelle Iron Peace, où pendant 6 mois, j'accompagne un artiste ou un producteur à développer son projet. C'est un call par semaine qui dure en moyenne 2 heures en visio call en live et on avance sur tous les besoins nécessaires de l'artiste et de son projet. Évidemment, je ne fais pas de miracle.
Si tu n'appliques pas les choses, si tu ne travailles pas par toi-même, la transformation, elle ne s'opère pas. Mais pour ceux qui bossent, qui cherchent à avoir du résultat, qui se défoncent vraiment et qui ont juste besoin d'avoir un œil externe qui leur sert de boussole pour bien s'orienter, le mentorat, c'est un truc qui est vraiment idéal et que je ne saurais recommander. Voilà. Mais ça peut être bien de te faire accompagner, ouais. Et si tu n'as vraiment personne pour ça ou que tu n'as pas les moyens de t'offrir un mentorat ou quoi que ce soit, un truc qui peut être intéressant, c'est de modéliser la réussite de quelqu'un d'autre et d'essayer de t'y greffer le plus possible. Moi, c'est ce que j'ai longtemps fait. Je prenais des gros producteurs US comme modèle et j'étudiais leur vie, leur biographie, etc. Et j'essayais de me retrouver dans toutes leurs étapes. Et à chaque fois, étrangement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de points communs entre toi quand tu auras réussi et leur parcours à eux. Parce que tu auras modélisé le schéma que eux ont mis en place et tu auras essayé de le suivre et d'y calquer au plus près possible. Donc, pour conclure cette vidéo, comment garder la motivation quand personne n'écoute ta musique? Eh bien, reste au focus sur tes objectifs, reste au focus sur les bonnes métriques, accepte de payer le prix que coûtent les ambitions que tu as, défonce-toi. Ça passe vraiment par une grosse phase de travail et laisse-toi le temps. C'est un truc que beaucoup de gens négligent aussi, c'est qu'il y a des choses qui mettent du temps. C'est comme les transformations physiques. Tu peux faire, je sais pas moi, 100 pompes par jour, tu vas peut-être pas voir ton corps changer. Peut-être qu'au bout de 30 jours, tu ne le verras pas. Mais peut-être que si tu tiens 60, 70, 80, 90 jours, là, tu verras une réelle transformation. Le problème, c'est que la plupart des gens, si ce n'est la majorité, abandonnent avant. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est qu'il ne faut pas se laisser le choix. À un moment donné, il faut mentalement, je ne dis pas de le faire factuellement, je veux dire, allez pas vous mettre en danger économiquement et ainsi de suite dans votre vie, mais moi je sais que ça m'a aidé dans mon parcours de ce qu'on appelle de brûler les navires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne me suis plus laissé le choix. Je me suis mis dans un mode, là, j'ai plus d'indemnité, je prends plus de travail, je bosse plus pour personne, machin. Il faut que je remplisse mon frigo avec ma musique. Et si j'y arrive pas, bah, je mangerai pas. Et si je mange pas, je mourrai à cause de ça. Et c'était l'un ou l'autre. Soit ça marche, soit j'en meurs. Je me suis plus laissé le choix. Alors oui, ça te met dans des situations inconfortables des fois, de bouffer un repas tous les 2 jours, de parfois plus avoir de toit au-dessus de ta tête, de parfois de t'isoler socialement et ainsi de suite. Mais chez moi, en tout cas, c'était un mal nécessaire. J'avais vraiment besoin d'être livré à moi-même et à ça pour voir si j'en étais, si j'avais la capacité de survivre grâce à mon art. Et bien sûr, j'ai été capable de le faire. Idem, quand j'ai monté mon premier label, c'est la raison pour laquelle je l'ai créé, c'est que je me suis dit, tant que je ne crée pas de structure et que je ne suis pas en mode structuré, professionnel, avec des obligations, un cadre où je serai obligé de me bouger, je sais que je ne me bougerai pas. Et donc quand je l'ai créé, j'ai pas eu le choix. J'étais obligé de faire rentrer du chiffre. J'étais obligé de me bouger, de chercher des solutions, etc. etc. Bon, ça ne m'a pas empêché de me planter. Mon premier label, je l'ai planté au bout de la 3e année. Mais j'ai appris énormément. Et à peine un an plus tard, j'ai remonté un label qui lui a connu un énorme succès, tout est relatif. En tout cas, à mon échelle, c'était un énorme succès, puisqu'il a tenu plusieurs années, même pas loin de 13 ou 14 années de rang, et qu'on ne l'a pas arrêté parce qu'il allait mal, mais on l'a arrêté parce que c'était une bonne opération de l'arrêter et de passer à autre chose. Et donc au final, c'est cette mise en danger qui a été un stimulant pour moi. Mais à aucun moment, je me suis dit, ok, comme mes projets n'ont pas de résultat, alors c'est que je ne suis pas fait pour ça, ou alors c'est que ça ne marchera jamais, etc. etc. Même si c'est vrai qu'il y a des jours sombres auxquels tu y penses. Il y a des jours où tu te dis, ouais, tout ce que je fais, c'est de la merde, de toute façon, je suis qu'une merde, ça ne marchera pas, machin, etc. Et tu as le droit de te tenir ce discours-là de temps en temps, mais jamais plus de quelques minutes. Et après, c'est de te relever, de te dire, ok, on est tous logés à la même enseigne, on mène tous le même combat. On veut tous se réveiller en pyjama, descendre d'un étage et avoir un putain de studio à la maison. On veut tous être appelés pour faire des hits pour la terre entière. On veut tous remplir des stades, etc. etc. Seulement, c'est pas facile. Et on a l'impression que dans la musique, c'est plus difficile qu'ailleurs. En réalité, dans tous les domaines, c'est difficile. C'est juste que dans la musique, c'est soit ça paye pas. Dans d'autres domaines, ça peut être difficile, mais tu peux en vivre quand même pendant de nombreuses années avant que ça marche. La musique, l'art, le sport par exemple, les sportifs de haut niveau ont le même problème que nous, c'est que
Soit ça marche et tu peux avoir une belle carrière et ainsi de suite, soit ça marche pas et fin du game. On t'appelle pas, tu passes pas l'étape des secrétaires et c'est terminé. Donc il y a vraiment il n'y a pas de juste milieu justement. Et c'est pour ça que c'est difficile et que ça te pousse au doute et que ça casse ton estime de toi parce que ça te renvoie l'image que tu es un bon à rien et que de toute façon tu n'y arriveras jamais. Et c'est là où il faut déconstruire toutes ces croyances limitantes évidemment et qu'il faut se bâtir un mental d'acier. Et c'est à travers ce genre de vidéos, cette chaîne YouTube dans laquelle je vous partage énormément de choses, à travers des formations que vous allez faire, à travers des rencontres que vous allez faire, à travers des projets que vous allez mener, des petites victoires que vous allez gagner petit à petit, que vous allez vous construire le bon mental. Voilà, je pense que j'ai assez parlé sur ce sujet. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, appris des choses, simplement fait un petit peu de bien, lâchez-moi un like et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse quelques liens dans la description. Premier lien, évidemment j'en ai déjà parlé, mais vers mon livre 99 méthodes pour faire connaître sa musique. Je pense que rien que les astuces déjà qu'il y a dans ce livre, c'est une mine d'or pour vous aider à développer votre visibilité. Et on couvre tout, Internet, les radios, les télés, les clubs, la presse, le booking. Vous avez quasiment une formation complète sur comment vendre des dates quand on n'est pas ou peu connu. Donc ce livre est particulièrement intéressant. Vous avez un lien en description. Le deuxième lien, c'est pour participer à une session de formation live complètement gratuite avec moi. Donc on se connecte sur Zoom ensemble et pendant 2 à 3 heures, ça dépend des questions, de la durée, je vous montre de quelle manière atteindre n'importe quel décideur média pour vous développer en radio, en télé, en club, auprès des curateurs de playlists streaming, des sonorisateurs, etc. Et puis le troisième lien, c'est un lien vers Musisecure, qui est une société de gestion de droits et de simplification administrative que j'ai créée il y a bientôt 5 ans, on va bientôt fêter nos 5 ans. On accompagne aujourd'hui des centaines d'artistes, de labels, de producteurs, d'éditeurs pour lesquels ils nous délèguent quasiment tout leur administratif. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir une équipe à votre disposition pour vos adhésions auprès de tous les organismes, pour monter votre structure si vous souhaitez monter une structure, pour vos demandes d'aide et de subvention, vos demandes de crédit d'impôt phono, vos contrats, vos dépôts d'œuvres, enfin il y a énormément de choses. Toute la paperasse, grosso modo, on vous en déleste. Le seul truc qu'on ne fait pas encore, mais qu'on fera peut-être un jour, c'est la gestion des payes et la gestion des relevés royalties. Et encore que pour nos clients, on le fait simplement pour pour nos clients, pour ceux qu'on distribue, on le fait. Pour les clients venant d'autres distributeurs, ils passent déjà par un outil différent. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.